Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, nombreux à cet atelier. On est très heureux de vous retrouver après nos deux ateliers qu'on a fait déjà hier au sujet de la RSE dans le luxe. Aujourd'hui, un sujet très différent. Donc, l'équipe Hatch est heureuse d'animer. On a décidé de se lancer un défi difficile. C'est de vous permettre de tout comprendre à la société à mission et au label B Corp en 45 minutes. Tout comprendre, ou au moins comprendre de quoi on parle, pourquoi ces démarches sont intéressantes, différentes, complémentaires, et que nous estimons chez Hatch que ce sont des démarches qu'il est utile, vertueux, pertinent d'entreprendre pour toutes les entreprises qui souhaitent avancer sur le chemin de la responsabilité, de la transformation de leur modèle. Pour ce faire, nous avons donc convié à cet atelier deux personnes qui ont de nombreuses qualités et quelques points communs. Et un de leurs points communs, c'est d'être à la tête d'entreprises qui sont à la fois société à mission et B Corp, ce qui est, pour ne pas faire notre pub, également le cas de Hatch, puisqu'on essaie de s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on prône auprès de nos clients. Voilà. 45 minutes, et on va leur donner la parole bientôt pour essayer un petit peu de démêler. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous vous posez des questions sur ces sujets et que vous aimeriez y voir plus clair. Donc une autre promesse qu'on s'est faite, c'est de vous laisser du temps pour les questions après un échange, parce que vous en avez sûrement beaucoup. Donc préparez-vous à les poser vers la fin de cet échange. Et puis autre chose qu'on vous demande de faire, si vous voulez bien, c'est qu'on a distribué sur vos chaises des petits questionnaires pour vous interroger sur ce que vous pensez de l'atelier, ce que vous en avez retiré, ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois, parce qu'on cherche à s'améliorer d'année en année, même si c'est sans doute la 7e ou 8e année qu'on organise des ateliers, et bien chaque année on essaie de faire encore mieux. Je voudrais remercier et saluer donc Emery Jacquia et Nicolas Rohr qui ont accepté de participer à cet atelier. Emery Jacquia, le président de la CAMIF et de la communauté des entreprises à mission, l'association qui coordonne et qui aide les entreprises et les gens qui souhaitent s'intéresser à cette démarche et avancer sur le chemin de l'entreprise à mission. Merci, Emery. Et Nicolas Rohr, qui est cofondateur de l'emblématique marque Fago, qu'on connaît probablement tous ici, qui a une belle démarche depuis très longtemps d'engagement en matière de responsabilité et de développement durable, et qui est également engagé en tant que B Corp et société à mission. Merci. J'ai déjà trop parlé, et donc je vais lancer les hostilités en demandant à Emery, de manière relativement synthétique mais précise, de nous dire ce qu'est une société à mission. Bonjour, donc une société à mission, c'est une société qui met une mission avec un impact social, sociétal, environnemental qui lui est singulière au cœur de son modèle. Cette société à mission, elle a été consacrée en 2019 par la loi Pacte, mais il faut savoir que les travaux qui ont conduit à la loi, ils datent de 2008, ils datent de la crise financière, et ces deux chercheurs, Blanchet Grestin et Armand Hatchuel de l'École des Mines, du Labo des Mines, qui avaient théorisé sur la société à objet social étendu, convaincu que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle a un vrai rôle et une vraie utilité dans la société, et qu'on l'a oublié. Alors, nous, on a fait cette rencontre avec ces chercheurs en 2013, et leurs travaux nous ont beaucoup inspirés parce que ça permet de se poser une question assez essentielle, existentielle même: à quoi sert l'entreprise? Pourquoi on est là? À quoi on sert? Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas? Qu'est-ce qui serait différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient les bonnes pratiques de la CAMIF, par exemple? Donc ce chemin, on l'a fait, c'est un chemin qui prend du temps, mais dans la loi Pacte, ont été repris finalement les ingrédients essentiels de ce qui constitue une société à mission. Il y en a en gros 3. D'abord, c'est l'inscription statutaire d'une raison d'être assortie d'objectifs de mission. La raison d'être, c'est pourquoi on existe, c'est le sens de ce que l'on veut faire avec l'entreprise, de ce à quoi on veut contribuer. L'exercice de formuler une raison d'être n'est pas un exercice simple. Il prend du temps et il interroge le passé, pourquoi l'entreprise a été créée, et aussi la vision de à quoi on peut contribuer au monde. Et ce qui est intéressant, ce qui va mettre en mouvement l'entreprise, c'est la traduction de cette raison d'être en objectifs de mission. Alors, la raison d'être et les objectifs de mission, ils sont vraiment propres et singuliers à chaque entreprise. Ils sont liés à sa culture, à ses métiers, à ses valeurs et à sa vision. Et les objectifs de mission, ils sont également inscrits dans les statuts. L'inscription statutaire, elle est fondamentale parce qu'elle permet d'avoir l'alignement des actionnaires par rapport au fait que le projet de l'entreprise n'est plus là uniquement fait pour faire du profit pour eux, mais il est fait pour faire une mission
pour la société. Et donc ça, c'est un changement assez important. La deuxième chose qui est fondamentale, c'est qu'il y a une nouvelle gouvernance dans l'entreprise qui est créée avec le comité de mission. Donc dans la loi Pacte, une entreprise, alors à partir de 50 personnes, on est obligé d'avoir un comité de mission, mais en dessous de 50 personnes pour les PME, qui constituent 70% des sociétés à mission aujourd'hui, on peut avoir juste un référent mission, mais il y a une gouvernance de la mission, et ça c'est vraiment intéressant. Même pour les PME, on s'aperçoit qu'elles se saisissent de cette opportunité pour faire entrer les parties prenantes dans le projet de l'entreprise, pour oxygéner vraiment la gouvernance de l'entreprise, parce que l'entreprise n'est rien d'autre qu'un projet collectif. Donc la gouvernance, elle est essentielle parce que c'est pour la première fois vraiment au cœur de l'entreprise une sorte d'autocontrôle sur comment l'entreprise, quels sont les moyens mis par l'entreprise sur la réalisation de la mission. Et enfin, il y a un organisme tiers indépendant extérieur qui va venir auditer tous les 2 ans ou tous les 3 ans, selon la taille de l'entreprise, bien la qualité de société à mission. Parce que la société à mission n'est pas un statut, c'est une qualité. On peut être une structure de l'ESS, on peut être une start-up, un groupe familial, un groupe coté, et avoir cette qualité de société à mission à partir du moment où on respecte cette inscription statutaire, cette gouvernance de la mission et la transparence qu'on va être obligé de produire à travers un rapport de mission qui est produit par le comité de mission, qui va être audité par l'organisme tiers indépendant, qui va jauger de la sincérité de la démarche, qui va jauger des moyens mis en œuvre et de la réalisation des objectifs de mission de l'entreprise. Donc voilà ce que c'est qu'une société à mission. Il y en a aujourd'hui 250 à l'heure même où je vous parle en France. Donc c'est une innovation dans le droit français. Au sein de la communauté des entreprises à mission, on est persuadé que ça pourrait devenir le cadre européen d'un capitalisme responsable au niveau européen. On y travaille. C'est une évolution, excuse-moi de te couper, mais c'est une évolution juridique majeure parce que c'est une modification du Code civil français. Oui, alors, il y a eu plusieurs modifications dans la loi Pacte. La modification de l'article 1833 qui dit que toute entreprise doit prendre en considération des enjeux sociaux et environnementaux, mais avec la possibilité pour les entreprises volontaires de se doter d'une mission. Mais c'est sûrement même de la définition de société qui jusque-là était un groupe de personnes qui sont là pour servir les intérêts des actionnaires, dans notre droit. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, oui, je crois que ça reconnaît l'importance de l'engagement de l'entreprise et ça répond aussi à une aspiration clairement du moment, parce qu'on a tous pris conscience en tant que citoyen, en tant que consommateur, en tant que collaborateur, et tout ça, c'est la même personne, de l'urgence d'agir. Et l'entreprise, je pense qu'on est tous autour de la table très convaincus de ça, est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on a à disposition pour adresser ces défis à partir du moment où elle prend conscience et où elle met au cœur de son projet un impact positif pour la société. Et les entreprises les plus engagées seront les plus performantes, c'est ce qu'on dit ici, et vice-versa. Donc on est bien d'accord là-dessus. Et la dynamique est assez importante. Hein. Ouais. On a été, il y a un an, 4 fois moins, il y avait 4 fois moins de sociétés à mission, donc ça va assez vite, parce que c'est aussi le moment, il y a eu la loi Pacte qui a clairement officialisé la création de cette qualité de société à mission, mais il y a aujourd'hui la Covid qui fait accélérer encore plus l'urgence pour les entreprises de se bouger. Alors on va y revenir après avec des exemples précis de comment ça se passe chez vous. Merci d'avoir si bien planté le décor de quoi on se parle finalement. Et Nicolas, je vais demander un exercice un peu similaire sur finalement, mais Bicorp, c'est pareil, c'est différent, c'est quoi les différences? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors merci d'avoir présenté comme une complémentarité, parce que nous chez Fago, on est convaincus que d'être Bicorp, à la fois Bicorp et entreprise à mission, nous apporte une complémentarité parfaite à date. En gros, Bicorp, c'est tout simplement un peu le moyen rêvé de se dire je suis volontaire pour faire mieux, mais je ne sais pas quoi faire. Et du coup, Bicorp vient faire un audit à 360 degrés de votre boîte avec un outil qui s'appelle le BIA que vous pouvez trouver en ligne. Et c'est un modèle en shadow, c'est-à-dire vous faites pour vous, vous ne publierez, vous n'allez rien publier, juste répondre à des questions pour vous auto-évaluer. Et vous allez vous auto-évaluer à 360 degrés, c'est-à-dire à la fois sur la partie sociale, environnementale, économique de la boîte. Et du coup, au bout de cet exercice des 400 questions, tombe une note. C'est un système très scolaire, mais du coup, tombe une note et on voit où on en est, quoi. Et pour être Bicorp, il faut 80 points, plus de 80 points. Voilà. Et donc, ce qui est super, c'est vraiment que ça change plein de petits curseurs dans la boîte, mais pour œuvrer pour le bien commun, tout en perdant pas l'idée qu'on fait du business. Parce que je crois que c'est vraiment ce que disait Emery avec justesse, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise est le meilleur moyen de changer la société.
n'allons pas rêver. Nous, on pense, et du coup, c'est là où je fais le lien avec l'entreprise à mission, c'est qu'aujourd'hui, on nous a toujours présenté les entreprises comme à droite les ONG, qui sont les anges parfaits et qui sont là pour le bien commun, et à gauche les entreprises SAS, SARL, qui sont capitalistes et qui font le mal. Donc, il y a une vision très manichéenne des sociétés, et l'entreprise à mission vient mettre ce côté gris au milieu. C'est en fait, on va changer le business pour un good business, quoi, mais profondément. Voilà. Et donc B Corp nous a apporté vraiment cette vision terrain très confrontée à des pairs. En fait, je crois que c'est ça, c'est qu'on est 4000 B Corp dans le monde. Il y en a à peu près 4000, je crois, dans le monde qui sont en train de passer des examens pour essayer de le devenir. Et donc, en fait, c'est toutes ces entreprises-là confrontées qui donnent un plan commun d'action. Voilà. Et en fait, c'est à niveau. C'est ça qui est génial, c'est que on démarre avec un palier de points. On peut être au début à 20 points. Bah, voilà, on ne sera pas B Corp, mais du coup, il y a des plans d'action pour gagner 20 points par an, pour être ensuite à 80 et atteindre le Graal un jour, Patagonia à 190 points, je crois. Enfin, très très loin devant, quoi. Donc on voit bien que dans B Corp, on a affaire à une démarche de label, donc un cahier des charges, finalement, un référentiel qui est déjà déterminé. On se soumet à plein de questions. C'est une démarche un peu exhaustive sur ces cinq piliers que vous voyez là. Hein, la question de la gouvernance, la question des salariés, de la communauté, de l'environnement, des clients. Et puis on voit, ça permet quand même de faire un inventaire de ce qu'on fait déjà, de ce qu'on ne fait pas encore, mais on pourrait finalement le faire, et de se mettre en place assez facilement, de manière opérationnelle, une feuille de route pour être plus vertueux d'un point de vue RSE au global, et se donner une feuille de route qui peut être phasée dans le temps. Il y a un audit, il y a une échéance. Là où l'entreprise à mission, si je reviens sur ce que tu disais, Emery, est une démarche un peu plus introspective. Tu parlais de qui je suis, sa raison d'être, et donc c'est une démarche presque plus identitaire, personnelle, comme une personne se dit finalement à quoi je sers, et quand je ne serai plus là, que restera-t-il, et c'est la même question appliquée à l'entreprise. Absolument, et c'est vraiment la différence et effectivement la complémentarité entre une démarche. Nous, on a été labellisé B Corp chez Camif en 2015, on a été recertifié en 2018, on est en cours de re-recertification, et ça nous permet de ne pas avoir de trous dans la raquette, parce qu'on est avec 200 questions, moi c'était 200 questions, pas 400, mais après 200 questions qui vont quand même assez loin. On voit tout de suite si on ne fait pas, et on découvre rien qu'en lisant le questionnaire, c'est intéressant, je vous invite à le faire. Il y a des questions, on se dit « Ah ben ça, je ne le fais pas ». Le choix, par exemple, de vos banquiers, je ne m'étais pas vraiment posé la question de, en fait, l'argent qui est généré par l'activité, est-ce qu'il va servir le territoire, etc. Donc, choisir des banquiers locaux qui vont garder l'argent sur le territoire, c'est intéressant. Après, il y a toujours les limites dans un questionnaire et dans un référentiel extra-financier global qui s'applique de la même manière à une entreprise partout dans le monde, de la limite des référentiels. Donc, par exemple, il y a une des questions moi, qui m'avait marqué dans le questionnaire B Corp en 2015, c'est quelle est la part de vos fournisseurs dans un rayon de moins 322 km. Ah bon ? Oui, parce que ça fait 200 miles. À la base, c'est quand même fait par des Américains. Donc, on vous le rappelle. Et donc, on regarde et puis on s'aperçoit qu'il y a la moitié des 322 km qui tombent à l'eau parce qu'on est à Niort et qu'on n'est pas loin de la mer et qu'on n'a aucun fournisseur dans l'eau, heureusement. Et donc, nous qui sommes super engagés sur le Made in France, on fait 78% de notre chiffre d'affaires avec 106 fabricants français, on a eu très peu de points sur cette question. Alors que, voilà, donc j'ai essayé de me battre en disant aux gens de Bilab, tous les fournisseurs qu'on a dans les Vosges, dans le textile, qui ont toute la filière, la teinture, la confection, le tissage, ou ceux qui sont dans le Nord, à Neuville-en-Ferrin, ils ne comptent pas. Voilà. Non, ils ne comptent pas. C'est comme ça, parce que c'est le même référentiel pour tout le monde. Donc c'est toujours les limites du... Ouais, mais néanmoins, c'est très intéressant, parce qu'il est robuste, il est très exhaustif. Par contre, la mission, on va aller un cran plus loin. On va définir son champ d'impact. Voilà. Et je crois que là, avec la mission, on va vraiment devoir réfléchir à ce à quoi on veut avoir un impact, qu'est-ce qu'on veut changer dans la société. Ouais. Notre mission, elle tient en 2 phrases, proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et ça, on l'a décliné en 5 objectifs de mission qui ont vraiment accéléré la transformation du modèle Camif. Le premier, par exemple, c'est informer et sensibiliser sur la consommation responsable. On n'a aucun point dans le questionnaire B Corp sur le boycott du Black Friday. Pourtant,
tous les ans, faire notre site pour faire passer le message qu'il y a une autre façon de faire, de surconsommer, ça va nous emmener dans le mur, et que peut-être qu'on peut consommer moins et mieux, se poser davantage de questions. Et ça ne rapporte pas de points d'entrée. Mais d'entrée. ça ne nous a pas empêché d'avoir haut la main le label Bicorp. Non, pas haut la main, parce que la première année, on a eu 84 points. Et comme le niveau de l'eau monte, il faut le dire aussi, chaque recertification, il y a des exigences nouvelles, et on a toujours nos 84 points, et c'est un référentiel qui est donc très exigeant. Donc c'est super quand on est Bicorp, parce qu'on sait qu'on a a priori pas trop de trous dans la raquette. Mais on peut aller encore plus loin, en définissant ce sur quoi on veut vraiment contribuer, et c'est ce qu'invite à faire la mission et les objectifs de mission. Donc, quand on dit informer, sensibiliser sur la consommation responsable, nous, on s'engage, on y va à fond. Et on a défini une feuille de route qui est propre à Camif, qui est singulière, avec des objectifs, avec des indicateurs, avec des champs d'action, avec des renoncements qui ne sont pas valorisés par les référentiels RSE, quels qu'ils soient, et pas plus par Bicorp que par d'autres. Et donc, voilà, je pense que c'est ça qui différencie, c'est que dans un cas, on a une démarche très horizontale, 360, tu l'as dit, et dans un autre, avec la mission, on a une démarche très verticale, ce à quoi je peux contribuer. Parce que ce n'est pas les économies de papier ou d'énergie de Camif qui va changer le monde. Mais par contre, notre engagement sur la consommation responsable, le fait de s'être engagé aussi à faire de l'économie circulaire notre standard, d'impliquer toute notre filière, transformer la filière, ça peut changer beaucoup de choses. Et là, on a un champ d'impact qui est considérable. Merci. Nicolas, est-ce que tu partages cette complémentarité? Est-ce que tu peux nous dire, même un peu plus concrètement, maintenant chez Fago, comment vous y êtes pris? Vous avez fait les choses dans quel ordre? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était long? Enfin, voilà, des éléments concrets sur ce chemin de transformation. On a, pour tout vous avouer, sur l'entreprise à mission, donc le statut d'entreprise à mission, la première fois qu'on est venu me voir, j'ai rien pigé. C'est-à-dire que j'étais hyper hermétique, sans comprendre qu'en fait, depuis 12 ans, j'avais déjà ma raison d'être que j'affichais, qui était engager notre génération contre le dérèglement climatique. Mais je ne comprenais absolument pas pourquoi il fallait que je vienne envisager de le mettre dans mes statuts. Je n'avais pas compris. Et en fait, juste au moment où ça allait devenir possible de le devenir, et bien, du coup, je me suis remis sur le sujet et j'ai compris qu'enfin, la mission que je portais avec mon associé sur nos équipes grandissantes, on pouvait enfin, à la manière de la République française, le mettre en fronton en haut de la maison et dire maintenant notre liberté, égalité, fraternité, c'est engager notre génération contre le dérèglement climatique et nul n'est censé ignorer la mission. Et ça veut dire quoi? Si nul n'est censé ignorer la mission, c'est que chacun doit la porter à parts égales sur ses épaules. Et du coup, en fait, maintenant, quand on recrute quelqu'un chez Fago, on passe des entretiens avec des personnes en disant 50% de l'entretien se passera sur ta capacité à réaliser ton métier, 50% sur ta capacité à réaliser la mission d'entreprise. Et voilà, donc ça crée un vrai niveau de... j'ai plus d'épée Damoclès sur mes épaules, tout le monde, on la porte tous ensemble et on en est tous responsables. Donc ça, c'était magnifique. Et du coup, il manquait quand même malgré tout, donc on a défini aussi nous 5 engagements, des objectifs, etc. Mais on avait besoin de se dire que fait le terrain, quoi. En quoi le terrain est bon. Et c'est là où Bicorp est venu apporter cette complémentarité on porte tous dans nos entreprises des énergies très positives, mais on se dit souvent, mais qu'est-ce que je peux faire? Et Bicorp nous a aidé, à corriger plein de petits clics en vue de renforcer notre mission. Moi, il y a des points sur lesquels je ne suis pas allé sur Bicorp parce que je trouvais que ça c'était pas en accord avec mes valeurs, enfin avec les valeurs qu'on portait, notamment sur certaines sur le plan humain où ils sont assez intrusifs sur les minorités, les préférences sexuelles, etc. Enfin, moi, je n'ai pas compris ça. Je me suis dit, attends, je veux pas. Il y a 4 points, mais j'irai pas sur ce sujet. Mais c'est pas grave. Et après, par contre, il y a plein de points très positifs qu'on a pris sur la manière d'aborder la gouvernance dans l'entreprise, les recrutements, la manière on a compté, on a changé 300 petits cliquets en un an, quoi. C'est énorme dans tous les métiers. Et chacun, du coup, était chez moi, chez Fago, on a piloté ça avec un Excel où il y avait les. Alors nous, on disait 400 questions parce que dans certaines questions, il y a des doubles questions en fait, un peu chez Bicorp. Voilà. Et puis du coup, on mettait des arrobas sur chaque personne et donc chaque personne qui a pris le sujet Bicorp sur le BIA. Je vous parle toujours de ce questionnaire qui est clé. Vous pouvez tous le faire dès maintenant. C'est gratuit, c'est disponible en ligne et vous avez le temps qu'il vous faut pour le faire. Moi, nous, on a mis 1 an. On a mis 1 an parce que je portais le projet et je le faisais 1 à 2 heures par semaine, un peu en rentrant le soir après un dîner, en disant ouais. Et puis il y avait des questions, on s'arrête parce que c'est compliqué, c'est lourd. Les questions sont écrites un peu en langage proustien, donc c'est très long. Parce que c'est traduit c'est la langue canadienne.
Mais voilà, ils nous ont dit qu'il y a 250 Big Corp en France, ils traduisaient en français. Voilà, mais bref. Donc du coup, tout ça pour dire qu'on a créé notre singularité, notre originalité avec le statut d'entreprise à mission. On existe, Fago n'existe pas pour la même raison que la Camif, ni pour une même raison qu'une autre marque de mode. On est vraiment singulier. Mais ensuite, dans notre développement, on a besoin de savoir où va le marché, où vont les autres entreprises, quelles sont les autres bonnes idées, et elles sont du coup dans le B Corp. Voilà. C'est hyper intéressant, hyper clair, en tout cas pour moi, j'espère pour vous aussi. Est-ce que vous pouvez donner peut-être un exemple de choses qui ont changé une fois que vous étiez B Corp ou société à mission, des choses concrètes qui au quotidien dans vos entreprises ont pu changer? Nous, par exemple, très récemment, le renoncement à acheter des produits en dehors d'Europe. On renonce là à 7% de notre offre. On a coupé 7% de notre offre au mois de juillet. Ça représente 5% de notre chiffre d'affaires. Et c'est en cohérence avec notre mission qui est de dynamiser l'emploi sur les territoires, faire de l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire ne se passe pas à l'autre bout de la planète, elle se passe dans notre écosystème de fournisseurs. Et si on veut transformer la filière, il faut faire travailler ensemble nos fabricants avec des experts de l'économie circulaire, avec des designers. Et c'est en train de changer même notre métier. Et ça, c'est vraiment l'impulsion de la mission qui a fait ça. On est en train de passer un métier de distributeur où on faisait un travail de sélection de produits sur des critères qualitatifs, durabilité, etc. À un métier d'éditeur où on développe nos propres collections. Ça, c'est sous l'impulsion de la mission que ça se passe. Est-ce que ça veut dire que la mission, la raison d'être en particulier, sert au quotidien de filtre pour vos décisions? Est-ce que c'est vraiment un truc qui est permanent? C'est un outil très puissant pour les dirigeants parce que c'est à la fois une boussole, la raison d'être, qui sert à tout le monde dans l'entreprise. Pourquoi on est là, c'est affiché quand on rentre dans l'entreprise tous les jours. Et surtout, ça nous sert d'outil stratégique. C'est notre feuille de route de mission qui guide nos budgets et qui guide les actions, les plans d'action qu'on a dans l'entreprise. Donc on a défini en fait pour chacun des objectifs de mission, on en a 5, une feuille de route avec 3 actions clés et un renoncement important et des indicateurs avec des objectifs pour 2025 à atteindre. Et donc tout ça, ça permet de nourrir le projet de l'entreprise et de faire en sorte que dans l'entreprise, toute personne qui travaille et dans l'entreprise se sente investie, et qui puisse contribuer à la réalisation de la mission. Tu aurais des exemples aussi, Nicolas Oui, alors, sur l'entreprise à mission, je repense à un point, ce qui est le comité de mission, qui pour moi est un avantage considérable de l'entreprise à mission, c'est qu'on vient, donc on a responsabilisé nous 2 salariés, une personne qui représente nos 30 boutiques et une personne qui représente le siège, notre actionnaire, qui est une entreprise familiale, qui habite à côté de là où le groupe Eram. Voilà. Et enfin, on a associé les parties prenantes externes. Donc on a une usine, on a un fournisseur principal et on est en train d'avoir une deuxième usine qui va nous rejoindre. Plus une personne de chez Maison du Monde qui est responsable RSE là-bas. Et j'oublie une autre personne. Et si, une autre personne d'une ONG, donc Good Planet. Voilà. Et donc du coup, toutes ces personnes-là viennent complètement challenger le modèle par l'extérieur. Ils n'ont aucun intérêt, ils n'ont pas de lien hiérarchique avec nous, et ils viennent avec leur expertise pendant, du coup, nous, c'est 3 matinées par an, complètement remettre en perspective les choses et nous choquer, quoi. Nous dire, attendez, là, vous n'allez pas du tout assez loin, c'est quoi cet objectif? Là où je trouve que, sinon, dans une réalité normale d'entreprise, on n'est pas du tout chahuté par l'extérieur. Donc voilà, donc, le comité de mission. Comment? Un peu par les actionnaires et peut-être trop parfois par les actionnaires. Ouais, alors peut-être sur une vision très économique, mais quand on a un actionnaire qui n'est pas... Ouais, voilà, exactement. C'est ça. Et là, du coup, c'est complètement gratuit, donc ils n'ont pas d'intérêt, mais ils viennent parler avec leur ça. cœur sur la vision de votre boîte. Donc ça, c'est super, et ce qu'on ne retrouve pas nécessairement avec B Corp. Au B Corp, encore une fois, c'est quand même c'est vraiment des questions auxquelles on répond et on se place par rapport à un curseur. Voilà. Je voudrais ajouter un mot sur cette notion de comité de mission. Je trouve aussi que c'est hyper puissant et ça vient équilibrer la gouvernance de l'entreprise avec des gens qui ne sont pas habituellement dans la gouvernance de l'entreprise. Et ton exemple est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire que nous, dans notre société, on avait un comité stratégique avec des actionnaires, un comité de pilotage avec des salariés. On parle du business, quoi. On parle un peu parfois quand même de l'impact parce qu'on est une entreprise engagée. Et avoir tout un nouvel organe de gouvernance où tu as des parties prenantes extérieures, des fournisseurs, des gens de la société civile, des ONG, ça donne effectivement, ça rend vraiment concret cette idée que l'entreprise a une responsabilité vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de tout le monde, et elle co-construit avec tout le monde aussi. Et elle a un rôle vers le monde extérieur. Alors que quand on est dans un entre-soi avec effectivement
des actionnaires et puis des dirigeants, on est un peu aveugle à tous ces sujets, parfois. D'ailleurs, sur les sociétés à mission, sur les 245 et sur les PME qui ne sont pas obligés d'avoir un comité de mission, on s'aperçoit qu'il y en a 73% qui décident malgré tout ne pas se limiter à avoir juste un référent mission dans l'entreprise, mais composer un comité de mission. Et dans la plupart des cas, il y a des représentants de l'ensemble des parties prenantes dans les comités de mission. Et il y a un autre aspect, du coup, ça c'est sur la partie vraiment entreprise à mission, je trouve que c'est vraiment le super vernis. Et dans Big Corp, tu te demandais ce qui avait changé, si ça avait changé quelque chose considérablement. Et nous, c'est où on avait une certitude chez Fago que les matières recyclées étaient l'avenir pour réduire nos émissions de CO2 considérablement. Donc, ça fait partie, c'est notre deuxième engagement après avoir mesuré nos émissions de CO2, qui est notre premier. Le deuxième, c'est de réduire drastiquement nos émissions de CO2 sur tout le périmètre Fago. Et du coup, aujourd'hui, 80% de nos produits contiennent des matières recyclées, au minimum à 25%. Voilà. Et du coup, c'est très rémunérateur en points chez Big Corp. Donc, une vision partagée. Voilà. Et donc, du coup, ça nous a amené à nous dire, bon, ça nous conforte. Si l'organe Big Corp, qui est quand même très sérieux, va aussi dans ce sens-là avec ses points, c'est qu'on va aussi dans une bonne direction. Voilà. C'est vrai qu'on se surprend au quotidien à dire tiens, on va faire ce truc-là, ça donne des points à Big Corp. Et donc on se dit, comment on se surprend après au quotidien dans la boîte à dire tiens, on va faire ce truc-là, en plus ça donne des points Big Corp. Exactement. Et là on est à 80% et on n'est pas encore au max de points. Du coup on s'est fixé 100% de produits qui contiennent des matières recyclées d'ici 2 ans. Voilà. Il y a un aspect sur lequel je voulais qu'on dise un mot avant de passer la parole aussi aux personnes présentes. C'est on a beaucoup parlé de ce qu'il faut faire pour être Big Corp, parce que ça change en interne, mais on n'a pas beaucoup parlé du côté réseau d'entreprise dans les deux démarches, qui est un aspect aussi très important, qu'on soit déjà ou même pas encore une société à mission ou une Big Corp. Il y a quand même un sentiment de faire partie des entreprises qui essayent de faire bouger les lignes. Et il y a cette notion communautaire, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? C'est pour ça qu'on a créé l'association en 2018. On s'est rendu compte de la puissance de ce modèle de l'entreprise à mission et on a créé l'association de la communauté des entreprises à mission pour créer et offrir un cadre de partage entre pairs pour les dirigeants qui voulaient se mettre en chemin et puis pour continuer à nourrir ce modèle parce qu'il est relativement récent, continuer à l'enrichir et le faire connaître. Donc c'est au sein de la communauté des entreprises à mission aujourd'hui à peu près 300 personnes, des dirigeants pour la plupart, mais aussi des chercheurs. On a un conseil scientifique pour continuer à nourrir et alimenter la réflexion. Et c'est des rencontres, c'est des échanges, c'est des webinaires sur des problématiques et c'est des travaux aussi qui sont consultables en ligne parce qu'on est une association d'intérêt général qui sont issus de groupes de travail sur toutes les problématiques de l'entreprise à mission, sa gouvernance, comment on évalue la mission, comment on passe de la raison d'être aux objectifs de mission, les 100 premiers jours, une fois que vous avez franchi le cap de la mission. Ouais. Parce qu'en fait, le chemin de la mission, il démarre vraiment quand vous avez obtenu la qualité. C'est pas un aboutissement, c'est vraiment le démarrage du chemin. Et la communauté est ouverte à ceux qui n'y sont pas encore. Et la communauté est ouverte à des dirigeants qui sont en chemin et qui ont envie d'y aller, mais on sait que ce chemin peut prendre beaucoup de temps. C'est pour ça aussi qu'il n'y a aujourd'hui que 250 sociétés à mission. Bon, les décrets sont sortis l'année dernière, mais c'est des démarches qui prennent entre 1 an et 3 ans. Donc voilà, et pour nourrir son chemin en tant que dirigeant, parce que d'abord ça passe par la conviction intime du dirigeant qu'avec l'entreprise il veut contribuer positivement et il veut donc accélérer la transformation de son modèle. Et donc ça passe par un chemin de prise de conscience et tout ça c'est très intéressant de le nourrir avec les échanges d'autres dirigeants qui sont plus avancés ou moins, qui se posent les mêmes questions. Et donc l'aspect communautaire il est fondamental et comme dans la démarche de la communauté d'émission c'est souvent une démarche très collaborative, c'est aussi une façon de rencontrer des gens. Et alors Nicolas, chez Big Corp aussi, tu peux en dire? Non, oui, alors je vais parler pour les deux communautés. Je pense qu'on parle beaucoup d'entreprises qui existent déjà et qui pourraient devenir Big Corp ou se transformer en société à mission. Et on ne parle pas assez des entreprises qui se créent en fait. Aujourd'hui, je pense que c'est un bon prérequis quand on crée sa boîte en 2021. On devrait tous être sensibilisés à un BIA de principe, c'est-à-dire que vous allez préfaire votre Big Corp avant même d'avoir créé votre modèle, tout comme vous allez définir votre raison d'être dès le début. Et en fait, c'est un temps précieux gagné pour la suite. Parce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui, après 10 ans de boîte, se disent « Ah putain, merde, on aurait dû faire ça », et du coup, pris dans des mécanismes de rentabilité où on ne peut pas changer un rouage parce que sinon on pète la machine. Dommage. Voilà, donc moi, je suis très sensible à la création d'entreprise, parce que j'ai eu la chance de pouvoir monter ma boîte à 21 ans, sans beaucoup de difficultés, parce que je trouvais que finalement, en France, c'était quand même pas si compliqué. Mais on m'a pas du tout sensibilisé à ça.
On m'a pas du tout dit écris ta raison d'être et va voir ce questionnaire-là. C'est dommage. Voilà. Mais du coup, on l'a fait tout seul, sans le savoir. On s'est donné objectif de se dire, en fait, on va pas être la meilleure entreprise du monde, on va être la meilleure entreprise pour le monde, mais tout en intégrant un système classique de distribution, parce que les baskets, ça se vend pas par un autre système que par des magasins, par une distribution classique, quoi. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question qui a vocation à lancer les questions du public, donc j'espère qu'il y en aura dans la foulée. Est-ce que vous pourriez comme ça donner un conseil, un ou deux conseils à quelqu'un qui voudrait se lancer là, qui se dit ok bon, ça a l'air quand même vraiment chouette, vous avez bien donné envie d'y aller, donc s'il y avait un conseil ou deux à retenir sur des choses à faire, vous en avez déjà donné quelques-uns. Faites le BIA, Nicolas, tu as dit, donc pour vous redire, le BIA c'est un questionnaire en ligne, ce qu'on peut trouver sur le site de Bicorp, qui permet de se faire une sorte de première évaluation un peu à blanc de j'ai combien de points, et ça c'est ouvert à tous. Quelques conseils ? Le premier conseil, c'est qu'il y a eu urgence à se mettre en chemin. Et le deuxième conseil, c'est qu'il ne faut pas se précipiter. L'urgence, ça va pas aller vite alors. Non, il faut se mettre en chemin très vite, j'espère. mais il faut prendre le temps, parce que la démarche de formuler une bonne raison d'être, c'est une sorte de ligne de crête. Si on est trop déconnecté des pratiques de l'entreprise, ça va se retourner complètement contre l'entreprise, que le risque d'insincérité va être perçu immédiatement par les collaborateurs. Donc ça va servir à rien. Et inversement, si ça ne crée pas une tension positive, créative dans l'entreprise, ça servira non plus à rien, ça ne va pas engager les collaborateurs. Donc cette ligne de crête, pour la trouver, il faut cheminer un certain temps, avoir chaque mot juste, challenger sa mission avec ses parties prenantes, évidemment avec les collaborateurs en premier, mais pas que, avec les fournisseurs, avec les clients, et se nourrir de tous ces échanges pour être juste dans la formulation. Et ensuite, le côté aussi très important, c'est définissez des objectifs de mission qui sont singuliers à votre entreprise. Une bonne mission, c'est une mission qui va transformer l'entreprise. Donc il faut que vos objectifs, ils parlent à vos équipes, que ce soit compréhensible et que ce soit attaché à votre façon de faire du business ou votre volonté de transformer votre business. Donc voilà, il faut y aller, et c'est très intéressant de faire les deux démarches en parallèle. Nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est mis en chemin sur la mission à partir de 2013. On a mis beaucoup plus de temps finalement pour aboutir à la qualité de société à mission. On a inscrit dans nos statuts en 2017, mais on était déjà devenu Bicorp en 2015. Et les deux démarches en parallèle se nourrissent et sont intéressantes effectivement. Donc voilà, il ne faut pas avoir trop dans la raquette, et puis en même temps il faut se dire ce sur quoi je vais avoir de l'impact, il faut qu'on y réfléchisse, c'est important, c'est un sujet clé. Et paradoxalement, alors qu'on aurait pu penser que pendant la crise de la Covid les gens auraient autre chose à faire, on s'est rendu compte aussi que beaucoup d'entreprises se sont lancées dans la démarche de l'entreprise à mission pendant la crise, non pas uniquement parce qu'elles ont pris conscience qu'il fallait qu'elles bougent, mais parce que c'est aussi une façon de remobiliser toute l'entreprise autour de pourquoi on est ensemble. Surtout quand on a fait beaucoup de télétravail, c'est bien de se retrouver et de se retrouver pourquoi on se retrouve. Voilà. Donc c'est très riche comme démarche. Merci. Nicolas, quelques conseils ? La première petite histoire que je voulais vous raconter, c'est celle qui a remis en perspective la création de Fago. On était avec mon associé Fred à 21 ans, donc en pleine école de commerce. On voulait monter une marque de basket, qui aujourd'hui est une marque de basket et de vêtements, mais voilà, le point de départ c'était vraiment de la basket. Et on s'est dit, c'est marrant, on veut créer une marque singulière, mais dans un environnement où la mode est le deuxième secteur le plus polluant en CO2 dans le monde. Ok, mais en parallèle, on se rend bien compte qu'on ne va pas tous marcher pieds nus demain et qu'on ne va pas terminer à poil en tant que nudiste. Donc finalement, le problème, c'est pas de s'habiller, c'est pas de porter des baskets, c'est combien on en porte et comment on s'habille. Donc comment on s'habille, c'est la vraie problématique. Et du coup, on a créé Fago en se disant, on n'est pas... Enfin, nous ne sommes pas des criminels du CO2 à créer une marque. En fait, tout l'enjeu de Fago, ça va être d'habiller moins mais mieux. Voilà. De se dire, on va proposer une alternative. Et comment, dans tout notre cheminement de boîte, donc depuis 12 ans, on se dit, évidemment, on cherche à faire la croissance, mais pas de la surcroissance sur la consommation qui existe déjà, c'est sur du remplacement, donc du switch. Voilà. Et donc, du coup, tout notre enjeu chez Fago, c'est d'arriver à bien faire comprendre que quand quelqu'un rentre dans une de nos boutiques, comment on arrive à de temps en temps se couper des ventes en disant, parce que tu n'as pas besoin de basket, n'en prends pas une. Tu reviendras, on est patient. Et donc, du coup, ça a été de réfléchir à l'époque à un enjeu très macro. Voilà, donc ça, c'est la première petite histoire qui nous fait toujours sourire dès qu'on s'en rappelle. Et la deuxième, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on vit dans nos changements de génération font que celles qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail cherchent un sens très précis dans son boulot. Et des marques un peu repères comme Bicorp ou Entreprise à Mission
font que c'est un peu comme sur un filtre sur Internet. Vous savez, vous pouvez filtrer. Eh bien, aujourd'hui, il y a quasiment Bicorp, entreprise à mission, et vous tombez sur 24 sociétés à la fin, en France. Ben voilà. Donc il y a des gens qui arrivent sur le marché du travail, qui sont brillants, qui en ont eu marre d'aller se faire 4 ans chez Goldman Sachs, et qui veulent donner du sens. Et du coup, ils activent ce filtre-là, il ne reste que 24 boîtes. Voilà, donc nous, on a beaucoup de chance, on a des gens brillants qui viennent chez Fago, parce qu'ils veulent profondément changer les choses, et qui sont les bienvenus chez nous pour ça. Merci. Et que du coup, grâce à ces 2 filtres-là, eh ben, on est mis en lumière, là où on ne l'aurait pas été si ce n'était pas le cas. Merci Nicolas, merci Imri. On va passer aux questions si vous en avez, et j'espère que vous en avez. Donc qui va se lancer en premier? Attention, c'est parti. Oh là là, il y a beaucoup de questions. Alors faites des questions courtes s'il vous plaît, on va essayer de faire des réponses courtes aussi, de manière à ce qu'on puisse prendre pas mal de questions. Il y a des micros qui circulent. Bonjour, je m'appelle Noémie. Petite question pour vous. Vous n'avez pas du tout parlé de la typologie d'entreprise qui peut rentrer sur ce référentiel ou dans les entreprises à mission. J'ai une question assez bête, c'est pratico-pratique. Est-ce qu'il y a une taille de structure ou une performance économique de la boîte qui lui permet de se lancer? Parce que j'imagine que sur le Bicorp, c'est beaucoup de ressources, beaucoup de temps et peut-être aussi un investissement financier pour être finalement labellisé. Et l'entreprise à mission, pareil, vous avez notamment parlé de renoncement. Peut-être qu'il faut avoir des reins suffisamment solides ou une taille d'entreprise qui permet de faire ces choix. Qu'en est-il? Merci. Alors, les constats qu'on fait sur les sociétés à mission, c'est que 87% sont des PME et que 70% sont des PME de moins de 50. Donc, ce n'est pas réservé aux grands groupes et on peut être une start-up à mission, on peut, comme tu l'as dit, démarrer tout de suite avec la vision de qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde, travailler à cette formulation et traduire ça avec des objectifs qui vont permettre de cadrer vraiment le projet. On a un groupe de travail qui a d'ailleurs réfléchi là-dessus sur start-up à mission. Est-ce qu'il faut, quand on lance sa start-up, tout de suite avoir sa mission? Parce qu'on sait souvent aussi que les start-up pivotent pour trouver le bon modèle. Ouais. Alors ça peut être, tu as travaillé d'ailleurs sur ce groupe, intéressant parce qu'on peut pivoter autour de sa raison d'être. Donc, nous, on est en train de changer de métier, on change de métier, mais toujours autour de notre raison d'être. Donc c'est accessible en fait. Voilà, moi, c'est le message que je voudrais passer, c'est que c'est vraiment quelque chose de très accessible qui permet de faire en sorte que le dirigeant, il n'est pas seul. C'est toute l'entreprise qui va réfléchir à pourquoi elle existe. L'entreprise, c'est un organisme ouvert, quoi. Et donc, oui, c'est accessible. Et puis pour Bicorp, je crois qu'on peut être Bicorp, il faut au moins 1 an d'existence parce que, bon, on peut faire le BI tout de suite, mais il faut quand même qu'il y ait un peu d'activité pour pouvoir répondre aux questions. Mais au-delà de ça, c'est là aussi accessible à des petites structures. Pour Bicorp, on peut le faire en première année, on est pending, ça s'appelle. C'est un statut particulier, mais il y en a 50 en ce moment là. 50 boîtes qui sont créées dans l'année et qui sont, dès qu'elles auront passé leur première année, Bicorp vérifie que tu sois toujours vivant. Et pour te donner ton statut. Non, mais c'est un peu particulier, mais en tout cas, donc ça existe. Il y en a 50, sachant qu'il y a 150 entreprises Bicorp en France. Donc c'est dire que c'est vraiment, je pense, jouable et vraiment, on parle toujours du pied à l'étrier. S'il faut le mettre dès le début, parce que sinon c'est compliqué. On prend des mauvais, non, peut-être pas des mauvais, mais on prend d'autres rouages qui sont pas compatibles. Et il y avait une question sur le fee et le coût. Le coût est proportionnel à votre taille, donc les petites entreprises payent. Ça coûte quelque chose, mais qui est relativement modeste quand vous êtes une petite entreprise, et ça coûte plus quand vous êtes un grand groupe dans l'ensemble de ces démarches. C'est la logique qui est appliquée. Nous, on paye par exemple 5 000 € pour la tranche 15-30 millions d'euros de chiffre d'affaires, je crois. 5 000 € par mois. Par an, pardon. C'est mieux, hein. J'ai fait peur. Crédit. Ouais, une autre question. Et pour les sociétés à mission, ça ne coûte rien, sauf que vous aurez à payer un audit de mission avec l'organisme tiers indépendant tous les 2 ou tous les 3 ans si vous êtes une petite structure. Et l'audit, là aussi, je pense qu'il sera en fonction. Ça se négocie d'ailleurs, parce qu'il y aura plusieurs organismes tiers indépendants. Nous, on vient de réaliser notre premier audit à blanc là, au mois de juillet. Et ça nous a coûté 2 500 €. Donc, on avait bien préparé le travail. Je suis preneur de l'adresse. C'est à Niort, hein, nous on travaille avec des Niortais. Donc c'est le groupe Y. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a déjà un micro donné. Oui, bonjour tout le monde. Question à Emery et à Nicolas, bien sûr. Je suis président du club des Eco Business Angels et en fait, nous accompagnons donc des startups et nous avons des partenaires. Je voulais vous poser la question,
quel rôle jouent pour vous des associations comme le CJD, par exemple, le BDEF, bien sûr, mais aussi la Jeune Chambre économique française. J'étais hier soir à une réunion où ils lancent un jeu sur le développement durable. Enfin, il y a 135 quand même jeunes chambres économiques en France. Je suis moi-même un ancien. Et je trouve est-ce que vous avez évidemment des relations avec tous ces gens-là, et comment peut-on accélérer ces connexions fertiles, hein? Merci, c'est une très bonne question. Alors nous, on est en lien avec tous ces réseaux. On a fait, il y a quelques mois, une grande conférence au CJD. Il y avait 500 JD pour parler de l'entreprise à mission, parce que les CJD, ils sont engagés sur la performance globale depuis des années, et que la mission, finalement, c'est une sorte de continuité. Ça fait sens. Et évidemment, l'objectif, l'enjeu clé, c'est que tous ces réseaux se saisissent de ce cadre de la société à mission, qui est un cadre extrêmement structurant, extrêmement positif en fait pour le dirigeant, pour renforcer son projet. Donc la diffusion du modèle, elle va passer par, dans tous les réseaux, des gens qui se forment à la société à mission, qui s'informent. On a créé au sein de la communauté des entreprises à mission une formation qui s'appelle Leader à mission, qui accompagne pendant 3 mois les dirigeants qui sont intéressés par le sujet, avec des intercessions pour faire progresser le dirigeant. Et à la fin de cette session de 3 mois, les dirigeants, ils ont tout pour passer à l'action sur le cadre de la société à mission. Donc c'est dans les réseaux, c'est dans les territoires que ça va se passer. Et évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas un réseau d'entreprises qui ne se pose pas la question de l'entreprise à mission. Ouais. Une autre question ? Madame ? Bonjour, je m'appelle Simone, je suis dans le développement durable dans une ONG. Je vous remercie beaucoup, c'est très clair. Donc, ouf, il reste 5 minutes. Je voulais vous dire, Bicorp, c'est un label, il y a beaucoup de labels. Voilà, comment ça se positionne en renoncement ou en concurrence, et en plus pour une PME qui n'a pas toujours... parce qu'il y a des démarches qualité, des démarches environnementales, d'autres labels. Comment vous pouvez aider ces PME à choisir et à ne pas perdre de temps, et être complémentaire? C'est vrai que c'est pas simple, qu'il y a une forêt de labels, et même pour le consommateur, il est totalement perdu. Donc je pense que l'image du label aujourd'hui, elle est discutable pour l'intérêt, mais ce qu'il faut, c'est d'abord regarder le référentiel, parce qu'il y a des référentiels qui sont plus ou moins compliqués, denses, voilà. L'avantage du Bicorp, je dirais, par rapport à un label comme Lucie, par exemple, ça va être qu'il est international. Donc on va pouvoir se comparer avec le champion du monde Patagonia et se dire ok, j'ai encore des progrès à faire. On va pouvoir regarder sa note sur les critères communauté, sur les critères clients, etc. ou environnement, et on va pouvoir vraiment se comparer à d'autres dans d'autres pays sur le même métier que nous ou sur des métiers différents. Donc je trouve qu'il y a cet aspect international et transparence et comparabilité sur Bicorp qui est relativement intéressante. Nicolas ? Totalement en phase. Ok. Alors, une autre question. Bonjour et merci. Quelle est la position des grands groupes sur l'entreprise à mission ? Combien d'entreprises du CAC 40, entreprises à mission aujourd'hui ? Pas des masses, je crois. Voilà. Quel est votre avis sur le sujet ? Merci. Aujourd'hui, il y a 5% du CAC 40, 2,5% du CAC 40 qui est société à mission. C'est pas si mal, hein. Si 2,5% des entreprises françaises étaient sociétés à mission, on pourrait s'en réjouir. Et il y a 15% de grands groupes, ETI et grands groupes, qui sont devenus sociétés à mission. Je vous invite à lire le dernier observatoire du baromètre des sociétés à mission qu'on a sorti là ce matin. Donc les grands groupes, ils se saisissent du sujet, mais ça prend encore plus de temps dans un grand groupe que dans une PME. Mais c'est extrêmement intéressant pour un grand groupe de clarifier sa mission. Il y a des questions qui se posent, donc c'est un des groupes de travail. Quand on est un grand groupe, quand on a des filiales, est-ce qu'on commence par une filiale pour faire un peu expérimenter le modèle, ou est-ce qu'on commence par le grand groupe et que la mission va se décliner partout? Voilà, ça, chacun, il n'y a pas de réponse toute faite, chacun va trouver son chemin. Mais on peut être une société cotée aujourd'hui. On a pas mal de sociétés cotées, le groupe Réalité. Bon, alors vous allez me parler de Danone, bien sûr, donc allons-y. On n'a pas le temps. Mais le terreau favorable, je dirais, c'est quand même les entreprises
qui ont la vision du temps long, donc le capitalisme familial, les PME, c'est un terreau très favorable pour devenir entreprise à mission. Là où ça se complexifie, c'est quand vous avez beaucoup d'actionnaires que vous ne connaissez pas et qui restent un quart de seconde dans votre capital. Parce que là, le court terme, il va primer sur le long terme. Or, l'entreprise à mission et la mission redonnent du temps long à l'entreprise et elle aligne les actionnaires sur ce nécessaire temps long, parce qu'une transformation d'entreprise, ça prend du temps. Voilà. Donc voilà, mais oui, je pense que les grands groupes vont s'y mettre, ils n'auront pas trop de choix en fait. Confirme. On peut prendre une dernière question avant que je conclue, s'il y en a une. Ouais. Bonjour, merci. Si on se place d'un point de vue collaborateur au sein des grands groupes et qu'on veut faire bouger les dirigeants qui ont besoin d'impulser ça, comment est-ce qu'on fait ? Il y a des corporate activistes dans un grand groupe en ce moment qui sont en train, ils ont créé une association à l'intérieur de l'entreprise avec des collaborateurs pour exiger que la prochaine AG, on mette la question du passage à la société à mission. Donc on peut le faire. Et on a tous un rôle à jouer et la pression pour faire bouger l'entreprise, elle vient de partout. Elle vient de l'extérieur avec les citoyens, elle vient de l'extérieur aussi avec les clients, mais elle vient aussi de l'intérieur avec les collaborateurs. C'est juste pas acceptable quand on fait l'effort de plus boire dans des bouteilles plastiques, de prendre son vélo pour aller au bureau, de voir que l'entreprise ne bouge pas. C'est juste pas possible. Donc, à un moment donné, la pression, elle vient de l'intérieur. Et elle va venir aussi du monde de la finance, parce que les actionnaires sont en train de prendre conscience que les entreprises les plus performantes, c'est aussi les plus engagées. Donc, oh, c'est beau. On s'arrête là. Super conclusion. Je l'avais même pas vu, tu vois. C'est subliminal. Mais si vous organisez des conférences, je vous invite à toujours inviter Emery, qui a le mot de la fin le plus exceptionnel. Non, alors il me reste deux choses à vous dire. Bon, avant évidemment de remercier nos invités. Première chose, c'est qu'on a organisé, j'espère qu'on a réussi cet atelier pour vous donner un peu plus de clarté sur ces sujets. Si vous voulez continuer la discussion, l'équipe Hatch, au premier rang, là, ils vont vous attendre dans le couloir parce qu'on va nous foutre dehors de toute façon. Mais effectivement, on accompagne des entreprises autour de ces questions de la stratégie RSE, éventuellement l'adoption de la qualité de société à mission, du label B Corp, et on sera ravis de poursuivre les échanges avec vous, ici à l'extérieur ou un peu plus tard sur le stand PU55, qui est le stand de B Corp. Voilà. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de remplir les petits questionnaires qu'on vous a donnés sur le fait que vous ayez apprécié ou pas du tout cet atelier. Comme ça, on donnera ces informations ensuite à Emery et Nicolas. Et on vous remercie très chaleureusement, Nicolas, Emery, de vous être dégagé un peu de temps pour aider à répondre à cette question.